Matin sur France Culture de la rubrique politique. On salue notre invité, Charles Amédée de Courson. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous député UDI de la Marne. François Hollande est la principale raison de la montée du Front National. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Fillon ? Écoutez, j'ai toujours essayé de ne pas être excessif dans ma vie politique. Si 85% des Français pensent que la classe politique dans son ensemble ment au peuple français, il faudrait peut-être que tous les courants politiques s'interrogent. On peut commencer par dire que c'est la faute à François Mitterrand. En plus, il est mort, vous voyez, puisque c'est lui qui, dans la fameuse lettre qu'il avait adressée à vos autorités, a ouvert les ondes au Front National. Mais tout ça, ça n'a pas de sens. Le problème, il est le suivant. Si les Français votent d'une façon croissante pour le Front National, c'est que la société française ne va pas bien. Et que sa classe politique, mais ça dépasse beaucoup la classe politique, n'a pas assumé ses responsabilités depuis 30 ans. C'est-à-dire de mener les grandes réformes pour redresser le pays. Donc droite-gauche confondue. Mais écoutez, et donc les seuls qui peuvent combattre le Front National, c'est ceux qui expliquent au peuple français qu'il faut réformer le pays. La deuxième caractéristique de la classe politique française, c'est toujours les mêmes depuis 30 ans. Oui. Est-ce que vous connaissez une classe politique d'un grand pays démocratique dans lequel on n'a pas renouvelé ? Partout, on a renouvelé. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc. Nous, toujours les mêmes, y compris ceux qui ont été battus. Il faut toujours recycler. C'est dû à quoi ? Une tradition française ? Le fait d'un dysfonctionnement de la démocratie française, c'est que les partis politiques sont tous sauf démocratiques, ils sont tenus par le haut. Voilà. Et donc, moi, je pense que le meilleur combat contre l'idée du Front National, c'est d'être positif. C'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser ce pays. Et que la classe politique donne l'exemple et ne donne pas le sentiment de se mettre en marge de tout, en marge de la justice, qu'on sanctionne tous ceux qui ont fauté, c'est-à-dire les corrompus. Il y a de l'ordre de 5% de la classe politique qui est corrompue, qu'on les sanctionne. Et il y en a autant dans tous les groupes politiques. Vous les connaissez nommément, tous ces 5%. Je voulais que je vous en donne deux. Non, pas forcément. Écoutez, M. Balkany, j'ai déjà dit X fois, il ne m'a pas d'ailleurs attaqué au pénal. Tout le monde sait qu'il est totalement corrompu. D'ailleurs, la justice est sur son dos. On peut dire la même chose pour un coup à gauche, un coup à droite, sur le président du Conseil général socialiste, l'ex-président, puisqu'il a été battu des Bouches-du-Rhône, dont tout le monde savait qu'il pillait les caisses du Conseil général avec son frère depuis 20 ans. C'est pas moi qui le dis. Le duc de Montebourg, comme je le surnomme, avait fait un rapport interne au Parti socialiste expliquant tout ça. Et pourquoi aucune mesure n'a été prise ? Voilà, ce qui explique sans doute ce climat dont on parle. Charles Amédée de Courson, on va revenir sur la situation à la fois politique et économique dans un instant. Le Sénat doit examiner en début d'après-midi une proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Oui, portée par des parlementaires socialistes et verts, le texte prévoit de responsabiliser juridiquement les multinationales dans leurs relations avec leurs sous-traitants et leurs fournisseurs. Un texte qui a été adopté en mars par l'Assemblée nationale et qui devrait en principe être retoqué par le Sénat. La commission des lois du Sénat, en effet, à majorité républicaine, donc où les républicains sont majoritaires, a donné un avis négatif sur cette proposition de loi. Argument principal, Marie Viennot, les craintes sur l'attractivité de la France et la préférence pour un régime non contraignant, ce qu'on appelle la soft law. Oui, la proposition de loi prévoit que les entreprises de plus de 5000 salariés basées en France engageront leurs responsabilités juridiques et pourront être sanctionnées en cas de manquement à leur devoir de vigilance sur les droits humains, environnementaux et sanitaires pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs sous-traitants et fournisseurs. Dans son rapport, la commission des lois du Sénat évoque une atteinte disproportionnée à la compétitivité et l'attractivité du territoire français. Et c'est aussi l'argument du MEDEF qui dit partager les objectifs de cette proposition de loi, mais appelle à traiter la question au niveau du G20 au mieux, de l'Union européenne au moins, pour que les entreprises françaises ne soient pas pénalisées. Or, pour le moment, les textes qui définissent les obligations des multinationales vis-à-vis de leur environnement existent, mais ils n'engagent pas la responsabilité de l'entreprise, d'où le nom de soft law, droit mou ou droit vague. Et c'est cette approche que privilégient les sénateurs républicains et les milieux d'affaires. Ainsi, en France, en 2012, dans l'Union européenne depuis un an, les entreprises cotées ou de plus de 500 salariés sont tenues
tenues de publier des informations sur la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Mais il n'y a pas de conséquences pour elles si elles ne font pas ce qu'elles disent qu'elles font. Pas de contrôle, pas de sanctions, pas de responsabilité vis-à-vis des victimes en cas d'accident. Dans l'esprit de la soft law, ce sont les investisseurs, les actionnaires, voire les consommateurs qui poussent les multinationales à la vertu, car c'est sûr, ils choisiront la plus vertueuse de toutes quand il y a un choix à faire. La proposition de loi sur le devoir de vigilance rompt donc avec cette logique et instaure un possible contrôle par un juge et une sanction. C'est en cela que c'est une vraie rupture dans l'approche de la régulation de la mondialisation. Marie Viennot, merci beaucoup. La concentration dans le secteur de la presse continue. L'autorité de la concurrence annonce avoir donné un feu vert sans condition à l'acquisition du journal Le Parisien aujourd'hui en France, deuxième quotidien français, par le géant du luxe LVMH. Accord autour de 50 millions d'euros qui ont été trouvés pour ce rachat. La concurrence serait donc respectée dans le domaine de la presse, Abdellah Khalidrissi, sauf que quand même les propriétaires finissent par se ressembler beaucoup. La concentration dans les médias est telle que les autorités de régulation sont désormais de la partie. Le CSA la semaine dernière concernant la vente d'une chaîne de télévision, l'autorité de la concurrence aujourd'hui. Cette autorité devait dire si le rachat du Parisien aujourd'hui en France par LVMH pose un problème de concurrence puisque LVMH, géant du luxe, possède également le quotidien économique Les Échos. Mais l'autorité a levé les deux éventuels obstacles en disant qu'il n'y a pas de risque de voir des ventes couplées Les Échos, Le Parisien aujourd'hui en France, puisque les lectorats sont très éloignés. Et sur la question du marché publicitaire, l'autorité de la concurrence estime que LVMH n'ira pas privilégier ses produits de luxe dans les encarts publicitaires du Parisien, puisqu'une telle pratique n'existe pas aujourd'hui dans Les Échos. Mais que dirait, si elle existait, une autorité de régulation de la pluralité de la presse ? Sans doute s'inquiéterait-elle de ce mouvement de concentration dans un secteur où il ne restera plus bientôt que quelques acteurs qui étaient des inconnus des médias, tous des grands capitaines d'industrie, Bolloré, Niel, Pigasse, Berger, Drahi, Lagardère et Arnaud. Au moment des négociations entre LVMH et le groupe Amaury, le PDG du groupe Les Échos expliquait « Il est important d'accompagner le mouvement de concentration du secteur ». Fin de citation. Autrement dit, il faut se précipiter sur les parts du gâteau avant qu'il ne reste rien. La question étant, que se passera-t-il ensuite quand les parts auront toutes été distribuées ? Abdellah Khalidrissi, Charles Amédée de Courson revient vers vous. Et d'abord cette question sur le sujet qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui suscite l'appétence ainsi des grands groupes, des grands industriels pour des titres de presse qui ne rapportent pas beaucoup d'argent au fond ? Première constatation, c'est la crise économique d'une partie de la presse écrite généraliste. Ça justifie pas l'appétence. Non mais attendez, j'y viens. À partir du moment où vous gagnez plus votre vie ou pas suffisamment pour maintenir votre indépendance, le problème c'est soit vous disparaissez, toute une série, quand vous voyez sur 15 ans, de titres ont disparu purement et simplement. François a disparu, corps et bien. Bon, il y en a comme ça un certain nombre d'autres. Et donc vous avez des groupes, notamment de grands capitaines d'industrie, qui s'offrent une danseuse. Bon, comme moyen d'influence. C'est pas très cher. Quelques millions de déficits de temps en temps. Et est-ce que ça finit par être dangereux peut-être pour le pluralisme ? Alors, moi qui suis très attaché dans la famille politique au pluralisme, ça va pas dans le sens du pluralisme. On voit bien que quand Serge Dassault a racheté Le Figaro, il l'a mis à la disposition de ses idées. C'est pas moi qui le dis, c'est des journalistes du Figaro qui ont même protester à certains moments. Donc le problème c'est, est-ce qu'on veut d'un modèle, si vous voulez, qui se concentre entre les mains de personnes qui ne sont pas forcément intéressées au pluralisme ? Je ne le reproche pas d'ailleurs, je veux dire, mais voilà. Donc vous êtes pour l'intervention de l'État, c'est bien de le savoir, Charles Courson. On va passer à la politique peut-être générale. Je pense personnellement, si vous voulez, qu'il y a un vrai problème sur le modèle de la presse écrite. Et la presse écrite française a combattu les nouvelles formes de diffusion de l'information et ont pris beaucoup de retard, y compris dans l'intégration dans des groupes de télévision locales. Et la presse régionale se porte d'ailleurs moins mal que la presse nationale. Ouais. Et donc, je crois que c'est le modèle qu'il faut faire évoluer et arrêter cette politique où on soutient la presse. On soutient la presse fiscalement, par des aides diverses et variées. Et malgré cela, on n'assure plus la diversité. Je voudrais qu'on garde 1 ou 2 minutes quand même pour la situation générale, puisque actuellement, discussion budgétaire à l'Assemblée, budget donc baisse des impôts, réduction des déficits, économie supplémentaire. Ça devrait vous convenir, le budget tel qu'il est présenté aujourd'hui ? Si seulement c'était vrai, j'ai expliqué hier, lors d'explications de vote, que
on annonce une baisse des impôts. Mais enfin, c'est une immense plaisanterie. Vous savez de combien vont augmenter les prélèvements obligatoires entre 2015 et 2016 ? C'est pas moi qui l'invente, c'est des données données par le gouvernement. 22 milliards. Et on parle des 2 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu. Mais même l'impôt sur le revenu augmente encore de 2,7 milliards. C'est-à-dire de 4%. Pas de baisse d'impôt, mais réduction du déficit. Les économies, on nous annonce 16 milliards. La rapporteure générale du budget elle-même n'en trouve que 6. Et encore dans les 6, il y a les 3,6 milliards sur les collectivités locales qui ne sont pas des économies tant que les collectivités territoriales ne réduiront pas leurs dépenses de fonctionnement et n'augmenteront pas les impôts. Or, on sait que, hélas, c'est cela ce qui va se passer. Donc, si vous voulez, en termes d'économie totalement insuffisant, les baisses d'impôts marginales, le taux de prélèvement obligatoire ne baisse pratiquement pas l'année prochaine dans les prévisions gouvernementales. Et pour couronner le déficit de l'État, vous savez, du budget de l'État, il se réduit de combien ? d'1,2 milliard. On était à 73, on va tomber à 71,8. Mais attendez, là encore, si vous voulez, et les 2 années précédentes, on baisse de 0,1 point de produit intérieur brut, c'est-à-dire de 2 milliards, les déficits qui sont considérables. Voyez ? Et donc, la politique qui est menée est absolument pas à la hauteur des efforts qu'il faut faire pour redresser le pays. Sauf que l'UNEDIC nous annonce, en quelques secondes, que le chômage va peut-être se stabiliser, peut-être même baisser. Si seulement c'était vrai, mais il faut lire la totalité du communiqué de l'UNEDIC. Je vous donne les chiffres. Les demandeurs d'emploi qui ne travaillent absolument pas. Ils ont encore augmenté de 62 000 dans les prévisions UNEDIC en 2015 et on espère qu'ils baisseront de 51 000. Mais personne ne dit que les demandeurs d'emploi à temps partiel, puisque vous savez qu'il y a une masse de personnes entre ceux qui travaillent pas du tout et ceux qui travaillent, eh bien, ils ont encore augmenté de 166 000 en 2015 et ils augmenteront encore de 49 000 en 2016, c'est-à-dire plus 49 000, moins 51, c'est-à-dire qu'on en sera à zéro. Alors, c'est mieux que rien, mais ne parlons pas de baisse du chômage. Au mieux, ça sera une stabilisation. Voilà de quoi alimenter la campagne aussi pour les régionales. Merci Charles Amédée de Courson d'avoir accepté notre invitation.